Oui, mais Ludovic, Ce est-ce que n'est pas vous ne crédible. saviez pas avant que finalement les élections organisées sous le régime PCT ne sont en réalité pas des élections, c'est des parodies. Est-ce que vous ne Oui, le monsieur, saviez pas avant? oui, monsieur Christian, il Oui. y a un moment où, il faut savoir lire les signes du temps. Un régime ne pourra pas tricher à tout moment. Il y a des moments où il y a euh, certaines pesanteurs qui peuvent faire changer le cours des choses. Vous comprenez? En ce sens-là, le président lui-même, quand je dis le président, je parle du président de la République lui-même, si vous avez suivi son message ou ses messages, d'abord, ses vœux à la nation, le 31, vous l'avez entendu, il a parlé de paix, il a dit que les élections devaient être apaisées, crédibles et transparentes. Il a répété cela lors des échanges de vœux à la nation au corps constitué. Il a dit, et ça je peux vous citer, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, les élections seront un moment où il y aura de la transparence, où il y aura de la crédibilité, où il y aura la paix. Et quand le président s'exprime en ces termes-là, avec certains signes du temps, pour ceux qui savent les lire, mais il y a meilleure occasion pour rentrer dans la danse et faire changer les choses. C'est comme ça que ça se passe. Oui, rentrer dans Et la danse, quand vous le dites, pardon, Ludovic Mbanzulu, c'est que, oui, vous vous rappelez tous ces discours de Denis Sassou Nguesso, il en a fait certainement des milliers de discours depuis qu'il est là, c'est quand même 43 ans, hein, de pouvoir, son partage, et je ne sais pas, et c'est la question que j'allais d'abord vous poser, vous continuez à croire à la parole de Denis Sassou Nguesso? C'est le même qui disait, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Il a violé la Constitution, évidemment, en 1997. Vous savez dans quelles conditions il est revenu au pouvoir. Là, tout à l'heure, je vous parlais du recours de Clément Mirassa, qui, en fait, relève ces incohérences. Donc, une violation, j'allais dire, flagrante, mais aussi constamment de la Constitution par Denis Sassou Nguesso. Et il vous dit, cette fois-ci, l'élection sera transparente, apaisée, équitable. Bon, ok. Pour ceux qui continuent à le croire, ils ont cru, comme vous, mais voilà ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que c'est pour dire que vous continuez à croire à la parole de Denis Sassou Nguesso? Juste une question, hein. bien, mais nous venons de vérifier. Nous venons de Mhm. vérifier parce que tant que vous ne, tant que vous ne tentez pas quelque chose, comment vous alliez savoir que les paroles du président sont creuses? Comment vous allez le vérifier si vous n'avez pas tenté quelque chose? Et puis, il y a un deuxième point que je voudrais quand même souligner. Aujourd'hui, on ne peut pas revendiquer une quelconque victoire tant qu'on n'a pas participé. C'est en ce moment-là que la politique de la chaise vide, dit-on, ne paye pas. Pour vérifier, pour revendiquer, il faut participer. En ce moment-là, nous croyons avant de nous lancer dans cette démarche qu'il fallait vérifier les paroles du président. Et même s'il le fait tout le temps, même si toutes les fois qu'il organise les élections, comme vous dites, il n'y a jamais eu cette transparence et tout, mais la personne la mieux placée pour, revendiquer le moment venu, c'est cette personne-là qui a participé. C'est dans ce sens-là que nous avons voulu, en tout cas, nous engager dans cette procédure. Mais Oui, là, moi, je vous il y a comprends très bien, des fois. Ludovic Mbanzulu, pardon, vous allez continuer tout à l'heure, mais lorsque vous dites il faut vérifier, aller voilà, sur le terrain, c'est des actes, parce que vous voulez bien constater les actes, ce que vous avez fait d'ailleurs, je vous dirais probablement félicitations, mais nous sommes quand même en face d'un régime, d'un pouvoir qui est là depuis, bon, actuellement, au retour aux affaires, comme qui dirait, ça fait quand même 28 ans déjà.
Et vous avez eu le temps d'observer ce pouvoir. Vous êtes né, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, en 2004, si j'ai bien retenu. Donc, vous avez une existence de plus de 22 ans et que vous avez eu à observer ce régime. On ne peut pas continuer à dire on va continuer à observer. Vous nous avez même donné des exemples de vos participations aux législatives. Vous avez vu comment ça s'est passé. Et là, vous dites on va encore pour voir si ça peut encore marcher ou non. Et vous me parlez des élections. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant. C'est là que je vais vous poser la question sur les élections. Quand vous dites la politique de la chaise vide. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que l'élection est la seule option démocratique pour prétendre à un changement ou à une alternance politique? Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Merci de suivre Droit de savoir. Aujourd'hui, je reçois Ludovic Mbanzulu, vice-président de la Commission nationale de contrôle, vérification et restructuration du Mouvement national des patriotes du Congo, MNPC. Bonjour, Ludovic Mbanzulu. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Nous allons parler de l'élection présidentielle de mars prochain en République du Congo, élection à laquelle vous avez voulu prendre part, mais que vous semblez d'en avoir été empêché. Vous nous direz les raisons et les circonstances. Nous serions également curieux de savoir ce que vous pensez du dialogue, sinon la concertation de Djambala, ainsi que l'analyse que vous faites du contexte, bien entendu, socio-économique et politique actuel du Congo. Si il est vraiment propice à la tenue d'une élection présidentielle apaisée, démocratique et transparente ou inopportun carrément. Ludovic Mbanzulu, on va commencer d'abord par évidemment votre mouvement, une petite présentation pour ceux qui découvrent évidemment votre parti. Bien, merci bien, Monsieur Christian Perrin, pour cette occasion combien essentielle que vous nous accordez en tant que parti politique, ce parti effectivement qui mérite d'être connu par tous. Pour commencer, je dirais que le Mouvement national des patriotes du Congo, parti cher à son président fondateur, M. Bertrand Bakana, a été créé le 4 octobre 2004 et officiellement reconnu en 2005, en octobre 2005. Donc, c'est un parti à ce jour qui totalise pratiquement 22 ans, si je me trompe. Donc, c'est un vieux parti. Et son président, Bertrand Bakana, donc, à l'époque, n'avait que 32 ans quand il crée ce parti. Vous comprenez donc qu'il a dû grandir, comme on dit souvent en âge et en sagesse, pour arriver à cette période où nous parlons de l'élection présidentielle de 2026. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup à dire à ce sujet et il y a tout un parcours qu'il faut éclaircir et en cela que j'aimerais bien m'attarder dans un premier temps, si vous le permettez. Oui, je vous en prie, 22 ans, c'est quand même beaucoup. Après, je vous poserai certainement d'autres questions, surtout sur l'actif, les actifs de votre parti. Donc, vous pouvez prendre le temps de nous parler de ces aspects que vous voulez mettre à notre disposition. Oui, allez-y. Bien, très bien, merci beaucoup. Je dirais que le MNPC, c'est un parti réformiste et légaliste qui a donc été créé par Bertrand Bakana pour susciter au sein du peuple congolais un sursaut de patriotisme et lui offrir l'opportunité de partager ce noble idéal et de construire une nation où il ferait bon vivre pour tous. Il a pour but donc essentiel la résurgence du patriotisme.
Cela dit, lorsque ce parti est créé, il a fallu que le président se mette à l'exercice d'observer donc le paysage politique congolais avant de se positionner, parce qu'effectivement, quand nous arrivons en 2008, il a été cofondateur donc du groupement des partis du centre. Ça, je pense que les Congolais ne le savent pas. À l'époque, il y avait le défunt Bokamba Yangouma, Jean-Michel. Il y avait l'actuel ministre Adamo Mateta, Jean-Luc. Et puis lui, Bertrand Bakana. Donc, quand ce groupement de partis du centre est créé, il a fallu donc qu'il passe du chemin dans ce groupement. Mais un peu plus tôt, donc en 2007, avant que ce groupement de partis ne soit créé, il a fait une tentative, s'est présenté à une élection législative, donc les élections législatives de 2007, dans la circonscription de Mfilou, et ça n'avait pas marché pour des raisons que tout le monde sait. Ceux qui suivent la politique congolaise, ils savent que les élections législatives marchent dans un système de quotas. J'espère que vous le savez, vous. Non, je ne le sais pas, Est-ce que vous vous allez savez? nous expliquer. Ben oui, c'est un système de quotas, c'est-à-dire que quand vous marchez avec, quand vous êtes un parti satellite de la majorité présidentielle, eh ben, on vous permet d'avoir quelques suffrages quelque part dans une circonscription peut-être à votre choix ou qu'il vous impose. Et en ce moment-là, on vous spécifie ce que vous devrez faire exactement et on vous accorde donc cette chance-là d'être élu. C'est ça le système de quotas. Donc, Est-ce que pardon, lui n'étant avant de continuer, Monsieur Ludovic Mbanzulu, est-ce que j'entends par ces propos une sorte de revendication d'une victoire qui vous a été volée aux législatives, c'est ça? bon, je ne vais pas jusqu'à dire cela. Je voulais juste éclaircir ce point parce que il y a souvent des Congolais qui posent beaucoup de questions. Est-ce que quand votre candidat a été candidat à une élection législative, il n'avait totalisé par exemple que 2% ou 3% ou 4%. Je voulais juste éclaircir ce point pour comprendre que depuis que le Parti congolais du travail et la majorité présidentielle organisent des élections dans notre pays, au niveau des législatifs, eh bien, c'est un système de quotas qu'il y a là. Donc, généralement, les pourcentages des uns et des autres ne se justifient pas. Hein? Point n'est besoin de poser cette question, puisque de toutes les façons, c'est toujours difficile à ce niveau-là de connaître le vrai pourcentage qu'un candidat aurait récolté. Voilà comment Moi, est-ce que je lorsque peux je vous répondre à cette question. entends dans votre réponse, pardonnez-moi, Monsieur Mbanzulu, c'est une forme de capitulation, c'est-à-dire vous faites avec ce mode, j'allais dire, de fonctionnement, c'est-à-dire pour vous, ben, ça fonctionne comme ça, il faut peut-être bon, voilà, admettre ça comme cela, alors qu'en politique, c'est aussi le courage et savoir s'engager pour protéger ses résultats. Bien, merci bien pour cette question. Euh, la devise de notre parti, c'est amour, sagesse et courage. Donc, c'est pas quand vous parlez du courage, nous sommes très bien placés pour parler de ce courage-là, effectivement. Le président a eu ce courage-là de se présenter, mais quelquefois, il faut toujours effectivement avoir ce courage de tenter les choses. Comprenez? On tente, on vérifie quelque chose. Si ça marche, est-ce que si ça marche pas, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que c'est pas tout tellement bien de voir les choses de l'extérieur. Parce que si vous voyez les choses de l'extérieur, vous n'aurez aucune expérience sur la manière dont les choses se déroulent. Donc, en ce moment-là, oui,
Nous avons ce courage-là. Ce n'est pas une capitulation, s'il vous plaît. Oui, mais vous pouvez nous rappeler donc quelques autres éléments d'appréciation, quelques activités pour lesquelles votre parti a fait montre du courage en dehors de ces législatives. Donc, en dehors de ces législatives de 2007, si j'ose revenir là-dessus sur la création du groupement des partis politiques du centre, donc dont le président Bertrand Bakana est cofondateur. Je pense que c'est pas une mince chose. C'est un grand pas dans la démocratie qu'il venait de faire parce que c'est là qu'il avait porté son choix. Il fallait qu'il évolue donc au centre de la politique congolaise. Bien, en dehors de ça, il y a eu donc les élections législatives avant d'arriver à 2012. Il y a eu en 2009 une tentative. Il avait tenté de se présenter à l'élection présidentielle de 2009. Je ne sais pas si vous avez été au courant, si vous êtes informé, mais je vous informe. Il avait une tentative dans ce sens. Mais vu certaines conditions qui, vérification faite, ne pouvaient pas lui permettre d'être compétitif, bien, il s'était retiré. Il n'avait pas pu aller au bout de ses ambitions. Il s'était retiré donc de la course. Est arrivé donc l'année 2012 où on organise d'autres élections législatives. Et là également, il est rentré, il a fait acte de candidature pour continuer de vérifier si la démocratie congolaise marchait selon les règles. Et là également, il avait échoué et on avait tiré toutes les conséquences. Comme Donc, quoi, c'est-à-dire démocratie ou pas démocratie au Congo, Brazzaville, quelles sont donc les leçons que vous avez tirées de toutes ces expériences? les leçons tirées, c'est que, comme je venais de le dire tantôt, c'est toujours le système de quotas qui continuait. Et donc là également, on avait vérifié que c'est comme ça que ça marche. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de nous parler de certains aspects de votre parti, à moins que, s'il y en a encore, hein, je vous laisse encore le temps de continuer, c'est-à-dire votre développement. Sinon, on passe à une autre question. Non, non, je voulais juste ajouter que quand, quand le vote se déroule dans ce sens, ça veut simplement dire que la démocratie en tant que telle, c'est juste un slogan. C'est juste un slogan, sinon que les enjeux proprement dits ne sont pas à jour. C'est ce que nous avons tiré comme leçon. Alors, Monsieur Ludovic Mbanzulu, que représente pour vous, en fonction, bien sûr, hein, on va le dire comme ça, en parallèle, j'allais dire, de ces leçons que vous avez déjà tirées hein, du passé, que représente pour vous l'élection présidentielle de mars prochain? Un rendez-vous politique nécessaire pour les Congolais ou inopportun? Bon, cette question-là, j'aimerais y répondre un peu plus tard pour vous proposer un autre élément qui va me permettre en fait d'avancer parce que vous allez comprendre que ce que j'ai envie de vous dire est très important pour cette question-là que nous voulons aborder. Je vous en prie. Si vous permettez. Alors, nous sommes donc un parti politique euh, reconnu. Comme vous le savez, nous avons un récépissé, donc c'est un parti politique normal qui est reconnu donc. Et à ce sujet, en 2017, il y a une loi. Je sais que vous connaissez cette loi, la loi numéro 20-2017 du 12 mai 2017 portant loi organique hein, qui organise Le fonctionnement la des création. partis, voilà, oui. La création et le fonctionnement des Voilà, partis, oui. voilà, effectivement. Et à l'issue de cette loi, je peux vous garantir que le MNPC est compté sur la liste des partis politiques qui ont leur existence et qui ont l'autorisation de fonctionner en République du Congo. J'ai ici donc la liste qui a été tirée en
en 2019. Je peux vous montrer, si vous pouvez faire un groupe comme Oui, vous c'est déjà bien. voulez. Oui, on va faire une insertion de cet élément. Oui, 2019, vous avez dit? Oui, oui, 2019. Donc, vous voyez là le nom du parti, Mouvement national des patriotes du Congo, et son président, Bertrand Bakana. Donc, nous sommes bien sur Merci. cette liste des partis politiques euh, qui sont reconnus. Vous comprenez? Et donc, après cette reconnaissance, pour fonctionner normalement, comme les autres partis politiques qui se conforment à la loi, le parti a suivi un chemin, celui de faire fonctionner ses instances dans le pays. Et vous comprenez que quand je vous disais que je n'avais pas, je n'étais pas gêné que je sois vice-président de la commission de contrôle de vérification et de restructuration du parti, ça veut dire que nous nous sommes donné corps et âme pour que le parti soit implanté dans le pays. Oui. Or, quand nous arrivons en 2025, donc, il y a une liste des partis reconnus qui a été publiée. J'espère que vous avez cette liste puisque vous êtes un Tout à fait. journaliste C'est un secondé. décret de juillet 2025 qui reconnaissait les partis comptant pour, bien sûr, l'année 2025. Là, nous sommes en 2026. Voilà. Et donc, vous allez constater que le MNPC n'y figure pas. Le MNPC n'y figure pas sur cette liste. On devrait bien se poser cette question. Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. C'est la question que je vous pose. Pourquoi est-ce que vous n'y figurez pas? Bien. Et nous ne faisons pas cette partie. Nous aussi, nous étions surpris. Nous étions surpris. Pourquoi nous ne sommes pas sur cette liste des partis en 2025? Nous nous sommes posé cette question et la réponse, nous devions la trouver au niveau de la préfecture. Nous sommes allés donc à la préfecture. Nous avons rencontré le préfet directeur général de l'administration du territoire qui nous avait signifié qu'il y avait une réunion qui devait être tenue avec tous les partis qui ne figurent pas dans cette liste. Et c'est ce qui a été fait. À l'issue de la réunion, le préfet directeur général de l'inspection du territoire nous avait expliqué qu'il fallait fournir le dossier. Pourtant, nous savions que le dossier existait déjà au ministère de l'Intérieur, mais il nous avait été recommandé de fournir le dossier et qu'il fallait le faire le plus vite possible. Donc, ce que nous avons fait, nous avons donc fourni le dossier. Nous avons attendu, nous avons attendu, nous avons attendu. Nous n'avions pas encore la réponse de monsieur le préfet directeur général de l'association territoire. Et bien après, nous avons continué à exister en tant que parti politique parce qu'il avait souligné au cours de cette réunion-là qu'il ne nous était pas interdit en tant que parti politique d'exercer jusqu'à ce que les conditions, selon eux, soient réunies pour être conformes à la loi. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons fait notre rentrée politique en septembre, le 6 septembre 2025. Après cette rentrée politique, nous avions attendu 2026 pour faire une conférence de presse. Et à l'issue de cette conférence de presse, donc, nous avons déclaré, le président Bertrand Bakana a déclaré donc sa candidature. Candidature pour demeurer président du MNPC, c'est-à-dire votre mouvement, ou candidature à l'élection présidentielle de mars prochain? La candidature à l'élection présidentielle de mars prochain, c'est ce que nous avons fait. Oui. Alors, lorsque le ministère de l'Intérieur a publié l'arrêté qui demandait aux candidats déclarés de constituer le dossier de candidature, nous nous sommes mis à l'œuvre pour constituer donc ce dossier.
Et donc, dans la recherche des éléments, vous savez que la note parlait du 25 comme pour l'ouverture des dossiers. La période d'ouverture des dossiers, c'était le 29 plutôt, le 29, le 29 janvier, donc du 29 janvier au 12, 12 février, au oui. 12, au 12 février. Le 29, c'était un jeudi. Le 30, un vendredi. Et donc, à partir de samedi, on ne pouvait pas se mettre en ordre de marche pour rechercher tout ça. C'est à partir de lundi, le lundi qui suivait, que nous avons commencé toutes les démarches nécessaires. C'est en ce moment-là que, par rapport à notre préparation, nous sommes arrivés à cet élément, à cette pièce qui est le certificat de moralité fiscale. Le certificat de moralité fiscale. Voilà, c'est cette pièce-là, en fait, qui a fait défaut dans notre dossier. En sorte, Comprenez? les délais étaient courts, c'est ça? Bon, mais bien sûr que le délai est, dans ce sens-là, le délai est court quand même. Le délai est court, mais nous n'avons pas tenu, cet élément qui fait que le délai soit court. Nous nous sommes investis en tant que parti politique. Nous avons mobilisé toutes les énergies. Nous avons mis les cadres à contribution pour que nous respections ce délai. C'est donc à partir de lundi, Le lundi surpassé ou le lundi dernier? Si le lundi dernier c'était le 16, surpassé c'était le 9. Bon, le lundi de la semaine du 12. Voilà, donc c'était le lundi 9 février. Voilà. Donc, ce lundi-là, nous avons dépêché des cadres pour aller s'enquérir de la situation au niveau à la direction départementale des impôts et domaines. Oui. Des impôts et domaines pour aller s'enquérir des conditions d'obtention donc de cette pièce qui est le certificat de moralité fiscale. Oui. Voilà. C'est là qu'on nous dira qu'il fallait nécessairement être détenteur d'un NIU. Il fallait être détenteur d'un NIU. À défaut du NIU, il fallait avoir un récépissé pour déclarer donc l'obtention de cette pièce. C'est ce que nous avons fait. Le président donc s'est fait enrôler. Et quand nous arrivons avec le récépissé, les choses avaient complètement changé au niveau de ce département-là. On nous complique, on nous dit que le récépissé ne contenait pas de signature, de numéro plutôt. Il ne contenait pas de numéro, qu'il fallait chercher obligatoirement un NIU, alors que préalablement, ils étaient d'accord pour le récépissé. Nous avons discuté avec eux parce que le NIU, on ne pouvait pas l'obtenir dans les délais. Donc, à partir de lundi, ces démarches ont commencé jusqu'à arriver le mercredi et finalement, jusqu'au jeudi, nous n'avions pas toujours ce certificat. En ce moment-là, le directeur a joué son jeu, le directeur donc départemental des droits indirects, des impôts, oui. Voilà, oui, a joué un sale jeu parce qu'il ne voulait plus en fait signer ce certificat en utilisant donc le récépissé.
Pourtant, l'équipe donc de la direction départementale, avait demandé au directeur, qui était d'accord au préalable pour signer. Le jour où on arrive, c'était le jeudi, autour de 9 h, le directeur ne voulait pas nous recevoir. Nous avons forcé, nous avons supplié que c'était quand même un candidat à l'élection présidentielle qui en avait besoin. Jusqu'à 13 h, le directeur n'y était plus. Il a changé, il est allé à la mairie centrale. Nous avons fait pression à son équipe pour qu'il rattrape ce directeur-là pour qu'il nous signe, parce que le document était très important, c'était même une condition. Ce qui n'a pas été fait. Le directeur départemental est resté sur ses bottes en nous rétorquant que c'était impossible qu'il le fasse et que si nous souhaitions réellement avoir ce document, il fallait revenir le lendemain à 8 h. Donc, vous comprenez que nous sommes jeudi. La date, l'heure butoir, c'est à minuit. Et lui, il nous renvoie le lendemain à 8 h. Par là, nous avons compris en fait qu'il se tramait quelque chose de très complexe, de très compliqué. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait revenir au siège pour réfléchir de la conduite à tenir. Parce que nous avions déjà notre dossier complet. Il ne manquait que cet élément-là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous mesurez un peu. Non, mais je comprends très bien, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à bien saisir. Le directeur des impôts, conscient de ce qu'une date, c'est-à-dire un délai avait été fixé pour les prétendants à la course, bien sûr, à la présidentielle de mars 2026, cela veut dire qu'il était tenu, obligé d'ailleurs, c'est une obligation de répondre notamment aux demandes de surtout votre cas à vous, pour ceux qui voulaient se présenter à cette élection présidentielle, mais savoir qu'il peut jouer à ces... Je ne sais pas comment qualifier ça, et conscient qu'il y a une élection présidentielle. Bon, après, je me poserai la question de savoir, avait-il peut-être reçu les instructions de ne pas satisfaire à votre demande? Ou qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ou comme tout bon Congolais à un poste donné, voilà, on abuse, puisque ça aussi on le sait. Si lui ne pouvait pas signer, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui pouvait le faire à sa place? Bon, d'abord, pour répondre à cette question, disons qu'il n'y a que lui qui pouvait signer. Il n'y a que lui, et en dehors de lui, il n'y avait personne. Maintenant, le soir donc du jeudi, vers 19 h, 18 h, 19 h, nous nous sommes dit, il faut qu'on se rende à la Direction générale des affaires électorales avec le dossier, moins cet élément. Mais nous avions notre récépissé, vous voyez, le récépissé est là. Il est là, le récépissé. Donc, nous avions convenu d'aller à la Direction générale des affaires électorales avec le récépissé pour voir s'il y avait une formule. Parce que nous étions vraiment décidés à déposer ce dossier. Nous arrivons donc à la Direction générale des affaires électorales. Nous avons été très bien reçus. Et quand l'équipe qui était chargée de la vérification du dossier s'est mise à travailler, élément par élément, ils ont contrôlé et nous sommes donc arrivés à ce point précis du certificat de moralité fiscale. Là, nous avons expliqué que nous avions donc ce récépissé et que le directeur départemental avait refusé, carrément refusé, de signer le certificat de moralité fiscale. Il avait refusé. Parce que je disais tantôt qu'on l'avait appelé, qu'il y avait un candidat qui avait besoin de ce document et qu'il avait totalement refusé. Il dit, ça ne me regarde pas.
au niveau de la direction générale des affaires électorales, le préfet en charge de cette direction a reçu le président et il nous a même dit qu'il fallait, en fait, il nous a facilité la tâche d'aller voir un cadre du Trésor qui pouvait rattraper donc ce directeur-là. Parce qu'en ce moment-là, nous avions compris qu'il fallait le faire par personne interposée. Et nous pensions que le directeur général des affaires électorales, en nous instruisant d'aller voir ce monsieur du Trésor, nous avions pensé que cette influence pouvait suffire pour que le directeur se plie quand même à une certaine exigence administrative. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes partis donc au Trésor. Nous arrivons au Trésor. Nous avons été reçus. Et à notre grande surprise, ce monsieur du Trésor a complètement décliné, disant qu'il n'était pas compétent à réagir sur cette question. Vous comprenez? Et donc, en ce moment-là, il a voulu nous renvoyer à la Direction générale des affaires électorales. Et vous comprenez, quand vous êtes dans cette situation, ça devient comme un jeu. Ça devient comme une volonté manifeste de bloquer un candidat. Et nous n'avions pas d'autre choix que de rentrer au siège du parti. Voilà un peu cette mésaventure que nous avons connue. Et donc, vous avez eu l'impression que vous avez été, en fait, votre candidature a été boycottée, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais dans quel intérêt? Dans quel intérêt? Monsieur Christian, je vous ai fait part du parcours du MNPC. Je vous ai parlé de la non-reconnaissance du parti sur la liste de 2025. Entre-temps, je vous ai fait comprendre que le parti respectait la loi. Le parti respecte la loi. Nous sommes un parti qui respecte la loi. Nous sommes conformes à la loi. Nous sommes légalistes. Nous travaillons toujours avec l'administration. Nous ne faisons rien sans rendre compte à l'administration. Donc, nous fonctionnons normalement, comme un parti devrait fonctionner. Comprenez? Mais, malgré ce bon fonctionnement, malgré ces bons signaux venant d'un parti politique responsable, si je vous dis aujourd'hui que le parti n'a jamais bénéficié d'un quelconque financement, d'une quelconque subvention de l'État, vous n'allez pas me croire. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez eu l'impression que finalement, euh, lorsqu'on n'est pas un parti affilié ou parti satellite, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, pour le PCT, vous êtes voué finalement à ce que vous êtes en train de vivre au Congo? C'est clair. Est-ce qu'il y a une autre raison qui peut pousser une administration à faire ce que je suis en train de décrire, si ce n'est pas le fait qu'il voudrait que le MNPC soit de la majorité présidentielle? Est-ce qu'il y a une autre raison? Mais vous voyez tous les partis qui font allégeance à la majorité présidentielle. Mais ce sont des partis qui sont bien soutenus, vous le savez. Non, je ne le sais pas. Aussi, vous devez le savoir. C'est des partis qui sont bien soutenus. Quelquefois que c'est des partis aussi qui ne respectent même, qui ne sont pas conformes à la loi. On ne peut pas les citer ici, mais il suffira pour vous de fouiller, vous allez comprendre qu'il y a des partis qui ne font pas ce que nous faisons pour être conformes à la loi. Mais malgré cela, aucun financement. Aucun. Alors que c'est la loi qui le dit. La Constitution le confirme que le parti politique
doit être soutenu, doit avoir un soutien financier de l'État. Et même la loi organique, la fameuse loi organique numéro 20-2017 le spécifie. Mais malgré tout ça, le parti n'est jamais soutenu. Il ne bénéficie pas. Donc, quand vous voyez toutes ces choses, toute cette façon que dans le MNPC est traité, le sort que l'État réserve, que l'administration, que le ministère de l'Intérieur réserve à ce parti, vous comprenez qu'il y a une volonté manifeste d'étouffer les actions de ce parti pour que le peuple congolais ne connaisse pas ce parti, pour que son leader soit isolé. Et je vous dis clairement qu'il y a eu un moment où le président Bakana a perdu tous les cadres qui l'entouraient. Parce que finalement, par manque de financement, les cotisations et les legs ne suffisent pas. L'État doit jouer son rôle en ce moment-là, de soutenir les partis financièrement. C'est légal. Vous comprenez? Quand ce côté-là ne fonctionne pas, les Congolais, vous connaissez la plupart ils ne s'approchent pas généralement à l'éthique. Ils sont à la recherche du gain. Ils se disent que quand un parti politique fonctionne, il y a de l'argent qui circule. Donc, Oui, alors quand c'est ils le voient, l'inverse en fait. C'est l'inverse. C'est pas, ce sont pas les militants qui cotisent, mais c'est voilà, le président du parti qui doit débourser. Mais dites-moi, Ludovic, après avoir vécu, j'allais dire cette aventure, est-ce que vous pensez, je ne sais pas, finalement poursuivre ce directeur en justice parce que c'est un refus, à mon avis, hein, c'est un refus d'exercer la tâche pour laquelle il est directeur de cette administration, sachant que vous avez là une candidature à, voilà, à promouvoir. Et dans quel contexte? Un contexte où on va à une élection présidentielle. Il est quand même directeur d'une structure étatique, à ce que je sache. d'abord, le président a fait une déclaration. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Tout à fait, oui. Ensuite, ensuite, nous avons saisi les autorités compétentes à ce sujet-là. Voilà. Nous avons saisi les autorités compétentes. À ce jour, les courriers sont en train d'être déposés à la Cour constitutionnelle, au ministère de l'Intérieur, à la Direction générale des affaires électorales et aussi à la primature. Oui, mais pour quelle suite? Dès lors que votre candidature a été presque boycottée, bon, l'élection c'est en mars prochain, vous ne pouvez plus rattraper tout cela. Vous avez beau parler de ces institutions que vous avez contactées. Et d'ailleurs, pendant que vous en parlez, je vais amorcer aussi, emboîter plutôt sur le recours fait, je ne sais pas si vous avez suivi, la déclaration de Clément Mirassa, bon, c'est juste hier, je ne pense pas. Alors, Clément Mirassa a fait un recours depuis 2020 sur l'inconstitutionnalité de Denis Sassou Nguesso, qui est en situation, il faut le dire comme ça, délicate face à la loi, j'allais dire, sa fonction n'est pas compatible avec la fonction du président de son parti. Malheureusement, il assume les deux. C'est la violation donc de l'article 80. Il y a aussi l'article 77. Il a prêté serment pour, comme qui disait, respecter la Constitution et la faire respecter, ce qu'il n'arrive pas à faire. Vous avez aussi l'article 55. Denis Sassou Nguesso n'a jamais présenté son patrimoine depuis 2002. Donc, c'est en fait une candidature, j'allais dire, mais vraiment illégale. Bon, après, les gens pourront me démontrer le contraire. Et donc, Clément Mirassa avait fait recours au niveau de la Cour constitutionnelle qui s'est avérée incompétente en 2020. Et bien curieusement, en février dernier, le 6 février dernier, la même Cour constitutionnelle, prend une décision, c'est la décision 003 DCCSVA du 6 février 2026. Et dans cette décision, elle rejette le recours sous prétexte que Clément Mirassa ne serait pas
n'aurait pas qualité de faire ce recours. Et lorsque je vous entends, vous aussi, faites confiance aux mêmes institutions, je ne sais pas à quoi s'attendre finalement. On est là dans un contexte où la loi, je ne sais pas, porte un nom, c'est Denis Sassou Nguesso, parce que lui-même ne respecte pas la loi. Vous êtes dans un contexte où un pays, déjà par rapport à ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure, on comprend très bien que même l'État ne fonctionne plus. On peut boycotter une candidature comme ça, allègrement. Bon, personne n'est inquiété. C'est vrai que vous allez faire un recours. Après, bon, on vous dira oui, vous aurez la décision, mais après l'élection présidentielle, peut-être, pour après vous dire, bah, écoutez, il y a eu ci, il y a eu ça. Bon, écoutez, attendez, prochainement, ça sera réglé. Vous avez même parlé de la liste de 2025. Sur cette liste, il est bien indiqué qu'il s'agissait là de la liste qui comptait pour 2025. Nous sommes en 2026, cela veut dire que cet arrêté est caduc. Mais on arrive quand même à boycotter votre candidature. Et là, moi, ma préoccupation, et c'est la question que je voulais vous poser, croyez-vous que dans ce contexte-là, on peut s'attendre à une élection présidentielle digne, crédible, juste, apaisée et transparente en mars prochain? Bien, merci pour cette série de questions. D'abord, j'aimerais vous répondre en ces termes. Nous, en tant que MLPC, nous venons de connaître une expérience douloureuse. S'il y avait de la transparence, ce genre d'acte ne devrait pas être posé. Parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas seulement le jour du vote. L'élection présidentielle, c'est toutes ces actions Oui, tout le irrélatives. processus, oui, électoral, oui. C'est tout le processus. Quand un candidat est bloqué parce qu'il est à la recherche d'un document sine qua non pour la validité de son dossier, je pense que ce n'est pas un acte anodin. Donc, si à ce niveau-là, il n'y a pas déjà de transparence, si à ce niveau-là, on pense que tel candidat ne doit pas prendre part au scrutin parce qu'ils savent ce que c'est, Bertrand Bacana n'a jamais été corrompu, ça je puis vous le rassurer. Sinon, son parti aujourd'hui ne vivrait pas ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Je vous ai fait une description brève, comprenez? Donc, quand ces actes-là se posent, nous sommes mieux placés ou très bien placés pour vous dire que il n'y a pas de transparence. Et quand il n'y a pas de transparence, ça veut dire que c'est une élection qui n'est pas apaisée, Oui, mais Ludovic, qui est-ce que n'est pas vous ne crédible. saviez pas avant que finalement les élections organisées sous le régime PCT ne sont en réalité pas des élections, c'est des parodies. Est-ce que vous ne Oui, le monsieur, saviez pas avant? oui, monsieur Christian, il Oui, y a un moment où il faut savoir lire les signes du temps. Un régime ne pourra pas tricher à tout moment. Il y a des moments où il y a certaines pesanteurs qui peuvent faire changer le cours des choses. Vous comprenez? En ce sens-là, le président lui-même, quand je dis le président, je parle du président de la République lui-même, si vous avez suivi son message ou ses messages, d'abord, ses vœux à la nation, le 31, vous l'avez entendu, il a parlé de paix, il a dit que les élections devaient être apaisées, crédibles et transparentes. Il a répété cela lors des échanges de vœux à la nation au corps constitué. Il a dit, et ça je peux vous citer, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, les élections seront un moment où il y aura de la transparence, où il y aura de la crédibilité, où il y aura la paix. Et quand
le président s'exprime en ces termes-là, avec certains signes du temps, pour ceux qui savent les lire. Mais il y a meilleure occasion pour rentrer dans la danse et faire changer les choses. C'est comme ça que ça se passe. Oui, rentrer dans Et la danse, quand vous le dites, pardon, Ludovic Mbanzulu, c'est que, oui, vous vous rappelez tous ces discours de Denis Sassou Nguesso, il en a fait certainement des milliers de discours depuis qu'il est là, c'est quand même 43 ans, hein, de pouvoir, son partage, et je ne sais pas, et c'est la question que j'allais d'abord vous poser, vous continuez à croire à la parole de Denis Sassou Nguesso? C'est le même qui disait, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Il a violé la Constitution, évidemment, en 1997. Vous savez dans quelles conditions il est revenu au pouvoir. Là, tout à l'heure, je vous parlais du recours de Clément Mirassa, qui, en fait, relève ces incohérences. Donc, une violation, j'allais dire, flagrante, mais aussi constamment de la Constitution par Denis Sassou Nguesso. Et il vous dit, cette fois-ci, l'élection sera transparente, apaisée, équitable. Bon, ok. Pour ceux qui continuent à le croire, ils ont cru, comme vous, mais voilà ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que c'est pour dire que vous continuez à croire à la parole de Denis Sassou Nguesso? Juste une question, hein. bien, mais nous venons de vérifier. Nous venons de Oui. vérifier parce que tant que vous ne, tant que vous ne tentez pas quelque chose, comment vous alliez savoir que les paroles du président sont creuses? Comment vous allez le vérifier si vous n'avez pas tenté quelque chose? Et puis, il y a un deuxième point que je voudrais quand même souligner. Aujourd'hui, on ne peut pas revendiquer une quelconque victoire tant qu'on n'a pas participé. C'est en ce moment-là que la politique de la chaise vide, dit-on, ne paye pas. Pour vérifier, pour revendiquer, il faut participer. En ce moment-là, nous croyons avant de nous lancer dans cette démarche, qu'il fallait vérifier les paroles du président. Et même s'il le fait tout le temps, même si toutes les fois qu'il organise les élections, comme vous dites, il n'y a jamais eu cette transparence et tout, mais la personne la mieux placée pour, revendiquer le moment venu, c'est cette personne-là qui a participé. C'est dans ce sens-là que nous avons voulu, en tout cas, nous engager dans cette procédure. Mais Oui, là, moi, je vous il y a comprends très bien, besoin de quoi? Ludovic Mbanzulu, pardon, vous allez continuer tout à l'heure, mais lorsque vous dites il faut vérifier, aller voilà, sur le terrain, c'est des actes, parce que vous voulez bien constater les actes, ce que vous avez fait d'ailleurs, je vous dirais probablement félicitations, mais nous sommes quand même en face d'un régime, d'un pouvoir qui est là depuis, bon, actuellement, au retour aux affaires, comme qui dirait, ça fait quand même 28 ans déjà. Et vous avez eu le temps d'observer ce pouvoir. Vous êtes né, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, en 2004, si j'ai bien retenu. Donc, vous avez une existence de plus de 22 ans et que vous avez eu à observer ce régime. On ne peut pas continuer à dire on va continuer à observer. Vous nous avez même donné des exemples de vos participations aux législatives. Vous avez vu comment ça s'est passé. Et là, vous dites on va encore pour voir si ça peut encore marcher ou non. Et vous me parlez des élections. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant. C'est là que je vais vous poser la question sur les élections. Quand vous dites la politique de la chaise vide. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que l'élection est la seule option démocratique pour prétendre à un changement ou à une alternance politique? Il y a d'autres options, à ce que je sache. Il n'y a que deux façons pour accéder au pouvoir. Il n'y Lesquelles en a alors? que deux. Oui, l'élection après? Soit, soit c'est une élection, donc Oui. à l'issue d'un vote, Oui. un président est élu, soit c'est un coup d'État. Donc, il faut faire Non, il y a recours à la aussi la force et aux armes. désobéissance civile. Il n'y a pas que coup d'État. Coup d'État, ce n'est pas reconnu par la Constitution. Oui, mais la désobéissance civile dont vous faites État, c'est un soulèvement. Oui, Il c'est faut reconnu. soulever les populations. Oui, oui. Il faut soulever les populations. Il faut créer un rapport de force. Oui, C'est-à-dire il faut capitaliser la position populaire pour oui. faire face au régime. C'est ces façons-là qu'il faut. Mais
le MNPC continue de croire, et c'est ça notre ligne, que le pouvoir s'obtient à l'issue d'un vote. Et c'est ça que nous avons voulu tenter parce que sans le vote, à notre niveau, il n'est pas possible d'accéder à la fonction, à la magistrature suprême. Donc, c'est ça que nous avons fait. Et Non, mais nous je vous avons comprends très rencontré bien, Monsieur Ludovic. Vous allez me permettre, pardon, Monsieur Ludovic Mbanzulu. Oui, vous dites la seule option pour accéder au pouvoir, c'est le vote, donc l'élection présidentielle. Mais vous êtes en face de quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par coup d'État militaire. Qu'est-ce que vous en pensez? les coups d'État militaires. Lui, c'est un militaire. Le président Bakana, c'est un civil. Oui, Vous sentez la différence ou quoi? je le. Oui, je la C'est un sens. militaire. C'est comme ça qu'il a voulu prendre le pouvoir. Et vous savez toutes les implications qui sont liées à cette guerre. Non, un coup d'État, pas une guerre. C'est pas une guerre. C'est un coup d'État Oui, mais militaire. c'est son... Oui, s'en est suivi la guerre. Oui, mais je vous parlais tout à l'heure d'une autre, j'allais dire une autre alternative, c'est une désobéissance civile, pourquoi pas une insurrection. Et je vous ai dit que c'est reconnu hein, par là. Parce que moi, je ne suis pas partant pour les coups d'État militaires. Déjà, je les condamne, je les aime pas. Et ce n'est pas normal parce que ce n'est pas constitutionnel. Mais la désobéissance civile, ou une insurrection, pourquoi pas, parce que la population ou le peuple espère que, bon, la voie que nous suivons, par exemple, des élections, jusque-là, on a constaté que finalement, même lui-même, Sassou Nguesso, en fait, n'organise pas des élections. Ça, tout le monde le sait. Vous venez encore de le reconstater pour une énième fois, s'il faut le dire comme ça. Et donc, on va continuer comme ça avec des élections factices, alors que tout le monde sait que vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne croyez pas à cette élection. Et pourquoi continuer à y aller, comme disait d'ailleurs Albert Einstein, je crois, à force voilà, de refaire les mêmes choses tout le temps pour prétendre avoir un résultat différent. Je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là. Le soulèvement populaire, Monsieur Christian, c'est un état d'esprit. Généralement, il est spontané. Vous comprenez? Par exemple, ce qui s'est passé le jour où il y a eu un, un monsieur de la majorité présidentielle qui est allé faire un meeting au boulevard. Il est passé avec les militants qui étaient dans des véhicules. Mais quand il est revenu, vous avez vu la manifestation populaire, vous avez vu comment est-ce que ces véhicules étaient attaqués. Ça, c'était des actions non coordonnées. C'est ça le soulèvement. C'est comme ça que le soulèvement naît. Vous comprenez? Donc, le MNPC, qui en ce moment est en train de conscientiser la population, d'adhérer à son idéal, qui est le patriotisme. Parce que notre idéal, c'est le patriotisme. Je Oui. voulais souligner, donc, la population devrait d'abord adhérer à cela, comprendre que le peuple est souverain et qu'il a droit à vivre dans la paix et la sérénité en suivant un idéal. En ce moment-là, les partis politiques ou le parti politique où nous sommes, avec le message que nous avons de paix, avec le message que nous avons de concorde nationale, avec le message que nous avons de réconcilier le peuple avec lui-même, parce qu'il y a quand même beaucoup de divisions. Il y a tellement de divisions dans le pays que le MNPC est plus interpellé de véhiculer le message de paix, le message de réconciliation. En ce moment-là, quand un peuple uni, quand un peuple est uni, quand un peuple est uni derrière un idéal, en ce moment-là, des changements peuvent s'opérer de façon spontanée. Mais il faut d'abord la cohésion sociale. Il faut d'abord l'unité. C'est cela notre combat. Oui, c'est votre combat, Monsieur. Ludovic Mbazulu, mais je sais également qu'une révolution, une révolte populaire, ça se prépare. On ne peut pas soulever une population qu'on n'a pas formée. Ça se prépare pendant des années et probablement qu'il y a d'autres qui sont en train de le faire. Mais bref, vous avez dit, en fait, c'est la seule option.
à laquelle vous adhérez. Ce sont les élections présidentielles pour changer les choses. Mais revenons sur la nature même du régime en face de vous. Que pensez-vous de ce régime? Un régime démocratique, totalitaire, tyrannique? Parce que je sais que sous une dictature, hein, on ne peut pas organiser des élections crédibles. C'est quoi le régime qui est Mais, en face de vous? Après l'avoir observé tout ce monsieur, temps, puisque vous êtes né en 2004. monsieur Christian Perrin, vous le savez aussi bien que Oui. nous sommes là en face d'un régime totalitaire. Et vous Nous croyez qu'ils sommes peuvent là en face. organiser une élection transparente? Mais, monsieur Christian Perrin, Oui, vous savez, quand le changement est inéluctable, oui. même les actes les plus compliqués de conservation deviennent des actes de changement. Et c'est ce qui s'est passé à la conférence nationale souveraine. Vous savez qu'en ce moment-là, aujourd'hui au moins, il y a l'existence des partis politiques. Mais à l'époque, il y avait, c'était le monopartisme, ça vous le savez. Mais face au mouvement qui venait de l'Est, face à ce contexte-là, qui voulait qu'il y ait obligatoirement un changement, ben, le régime a reculé, vous le savez. Vous le savez, ce régime a reculé. Il n'avait plus rien fait. Oui, mais Voyez. maintenant, Donc, Ludovic Mbanzulu, qu'entendez-vous faire, puisque maintenant vous êtes convaincu que face à vous, c'est un régime totalitaire qui ne respecte pas la loi. Donc, bon, ça n'engage que moi, elle est hors la loi. Et lui-même disait, je l'ai rappelé tout à l'heure, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Vous, vous êtes des démocrates. Qu'entendez-vous faire maintenant que vous avez constaté que la loi est encore violée, la Constitution est encore violée? Qu'entendez-vous faire? Puisqu'on a encore quelques bien, jours là, d'ici. nous allons faire le travail que nous savons faire. C'est-à-dire, nous continuons à exister, nous continuons à être éveillés, nous continuons à conscientiser cette fois-ci pour que l'ensemble du peuple congolais adhère à l'idéologie du patriotisme. Nous continuons à travailler dans ce sens. Nous continuons à élever la voix du MNPC pour qu'elle soit entendue dans le pays. Nous continuons à faire ce travail et notre souhait, c'est d'arriver à un vrai dialogue, pas celui Mais un que nous dialogue à avons Djambala, vu. là, une concertation à Djambala, pourquoi vous n'y avez pas pris part, en fait? Mais c'est très simple, monsieur Christian Perrin. Je vous ai dit tantôt que notre, je ne sais pas, le MNPC, je ne sais pas, le MNPC est conforme à la loi. Oui. Le MNPC est conforme à la loi. Donc le fait qu'on nous exclut, mais on ne veut pas voir un leader qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à contrôler directement, prendre part à ce genre de concertation, parce qu'ils savent que le MNPC a une autre voix, a un autre sang à émettre. Et ça dérange. Ça dérange. Donc, si il y a un vrai dialogue qui n'aboutira qu'à une transition, en ce moment-là, on organisera des vraies élections qui seront réellement démocratiques. Et c'est à l'issue de ces élections-là que le changement pourra s'obtenir, qu'il y aura changement à la tête de. Et c'est ça le message de tous ceux qui veulent le changement, que ce soit ici à l'intérieur du pays qu'au niveau de la diaspora où vous êtes. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Merci Ludovic Mbanzulu, nous sommes à la fin de cette émission. J'étais vraiment très très content de vous avoir reçu sur notre plateau. Je vais vous laisser les quelques minutes qui nous restent hein, pour conclure, bien entendu, bien sûr, sur l'élection finalement annoncée pour mars 2026 avec ceux qui vont y aller et les Congolais qui sont évidemment appelés à aller se prononcer sur le nouveau président, s'il faut le dire comme ça, de la République du Congo. Bien, merci beaucoup, Monsieur Perrin. Je suis très heureux
d'avoir été en direct avec vous. Ça a été un honneur pour moi et pour le MNPC de vous rencontrer. Notre mot, notre souhait, c'est de voir que le peuple congolais connaisse mieux le MNPC, adhère au MNPC parce que c'est un parti du changement, parce que le MNPC n'a jamais été un parti de la majorité présidentielle, parce que le MNPC a été bloqué dans son ascension, parce que le MNPC, c'est un parti d'avenir, parce que le MNPC, c'est le patriotisme. Tous ceux qui sont patriotes, tous ceux qui se disent patriotes, tous ceux qui se disent patriotes, eh bien, ils font partie d'office du MNPC. Et c'est dans ce sens-là que nous appelons de tout notre vœu qu'il y ait un vrai dialogue et une transition, pour qu'il y ait de vraies élections, parce que le MNPC pense le pouvoir ne s'obtient qu'à l'issue d'une élection crédible, apaisée et transparente. Et vous ne pensez pas qu'il était aussi temps d'en appeler tout de même à la coalition de tous les partis qui pensent comme vous, qui ont la même vision que vous, ou peut-être aussi au boycott de ce scrutin qui arrive, ou bien c'est aussi une manière pour vous de capituler que c'est déjà fait, c'est fini. Bon, on va encore attendre 5 ans de mandature de Denis Sassou Nguesso. Le peuple congolais, Monsieur Christian Perrin, le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais, c'est un peuple qui aspire au changement. Quand nous parlons du patriotisme, quand nous disons que le MNPC, c'est le patriotisme, que tous ceux qui sont patriotes, mais si les partis politiques, quelle que soit leur appartenance idéologique, sont des patriotes, mais l'appel que nous lançons devrait les concerner. On ne va pas ici nommer tel parti venez avec nous, tel parti venez adhérer à la vision du MNPC. Quand nous disons les patriotes, quand nous appelons au patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la patrie, mais tous ceux-là qui se sentent dans ces partis-là, qui pensent que c'est ça qu'il faut faire, mais la coalition est bienvenue. Parce que de toutes les façons, aucun parti n'a remporté une bataille tout seul. Il y a toujours des coalitions qui se forment. Mais ces coalitions-là, on ne veut pas les faire. Cette coalition-là, on ne peut pas la faire avec des partis qui aujourd'hui vous disent ceci et la nuit sont ailleurs. Nous appelons au patriotisme et au patriotisme des partis qui sont véritablement responsables. Et le peuple congolais, nous savons qu'il sait où se trouve actuellement la vérité. Le peuple congolais n'est pas dupe. Il sait où se trouve la vérité. Merci Ludovic Mbanzulu d'avoir répondu à mes questions. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. Et c'est pour une première fois. J'espère que ça ne sera pas pour la dernière fois. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir fait confiance, de nous avoir suivis. Voilà les petits gestes pour nous encourager, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partager et de nous dire évidemment aux opinions ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Ludovic Mbanzulu du MNPC. Merci, sur ce, on se dit au revoir et à bientôt.